sujet de la thèse est intitulé « Étude des propriétés physico-chimiques d'un oxyde semi-conducteur dopé ». Le travail va être présenté devant le jury présent ici. Donc, professeur Adjou Jabouzir de l'Université Najib Mustafa Al-Naba, professeur Brahim Belfarhi de l'Université Galma et professeur Chidi Sabah de l'Université de Galma et moi-même, professeur Ahmed de la même université. Monsieur Touan, professeur Touan, il s'est excusé, il n'a pas pu se rendre également. Il a eu un petit souci de santé. Il a eu une intoxication, donc il s'est excusé, il ne peut pas venir. Mais on nous a rendu son rapport et il est positif. On peut même le voir si vous voulez. Donc, nous êtes Ahlam. Vous allez nous présenter l'essentiel de nos travaux. Et bien sûr, en respectant le temps. Déjà, il fait tard. Et on ne veut pas rester encore plus longtemps que ça. Puis à la parole. Monsieur le Président, Madame le ministre des membres du jury, honorable assistante, bonsoir. C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'intérêt que je viens vous présenter aujourd'hui l'essentiel de mes travaux intitulé Étude des propriétés physico-chimiques d'un oxyde semi-conducteur dopé et dirigé par professeur Chitibé et professeur Touan, que je tiens à les remercier infiniment. Donc, le plan de l'exposé se déroulera comme suit. Après une introduction, je passe aux objectifs et méthodologies. Ensuite, je présente les résultats et discussions selon deux volets. Le premier sera théorique, qui traitera les différentes propriétés de ZNO et d'azo, et le deuxième, expérimental, où nous nous sommes intéressés à l'élaboration et la caractérisation de monocouches et bicouches déposées sur différents substrats. Enfin, je termine par les conclusions et perspectives. Donc, introduction. Les semi-conducteurs reçoivent un grand intérêt, aussi bien sur le plan fondamental qu'appliqué. Les recherches sont actuellement versées vers les semi-conducteurs à large gamme et les oxydes conducteurs transparents TCO, qui sont une nouvelle classe de semi-conducteurs à large gamme qui possèdent des propriétés contradictoires mais intéressantes, sont la conductivité et la transparence. Donc, ils possèdent une haute conductivité électrique et une bonne transparence optique. Parmi ces TCO, on cite le GAN, SiC, TO2, le ZNO, etc. Donc, le grand intérêt de ces semi-conducteurs réside surtout dans leur dopage. Ils peuvent être dopés par différents éléments pour de multiples applications. Parmi les TCO qui ont reçu un grand intérêt dans la littérature, l'oxyde de zinc, de formule chimique ZNO. Donc, il peut être dopé de type N ou de type P. Plusieurs impuretés peuvent être utilisées dans le dopage du ZNO, telles que l'indium, l'aluminium, gallium, etc. Parmi ces impuretés, l'aluminium a reçu une grande attention de la part des chercheurs pour son importance. Donc, il est bon marché, abondant, non toxique, il a une bonne stabilité dans le plasma d'hydrogène et il est transparent et conducteur. Notons que l'oxyde de zinc dopé aluminium est connu dans la littérature sous le nom AZO. Par ailleurs, le ZNO trouve ses applications dans l'optoélectronique, les cellules solaires, les écrans plats, les diodes, etc. Je passe au second point de l'exposé qui est les objectifs et méthodologies. Donc, pour enrichir, comprendre, améliorer et optimiser les performances de l'AZO pour des applications d'actualité et d'avenir, nous développons dans le cadre de cette thèse les aspects aussi bien théoriques qu'appliqués. Donc, on a l'étude du ZNO pur et dopé par aluminium, massif et en couche mince, en film et bicouche avec cuivre,
élaboré par pulvérisation RF des films d'azote et de cuivre, étudiser des substrats en verre et quartz et déterminer diverses propriétés de zénano et d'azote. Le zénano et l'azote ont été étudiés théoriquement et expérimentalement. Pour le volet théorique, les simulations ont été réalisées par le code Vientoka. Quant à l'expérimental, l'élaboration a été faite par pulvérisation RF et dans les deux cas, les propriétés structurales, électroniques, optiques et thermoélectriques ont été déterminées. Je commence par le volet théorique. Donc, nous avons étudié le zénano pur et dopé. Pour cela, nous avons étudié les propriétés structurales des trois phases de zénano, B1 oxade, B2, B3 zinc blende et B4 wiersite, avec les différentes approximations de LDA et GGAWC, PBE sol et PBE. Nous avons déduit que la phase B4 wiersite est la plus stable et que l'approximation GGA-PBE est la plus adéquate. Ces résultats sont ainsi utilisés pour étudier les différentes propriétés de zénano pur et différemment dopé. Résultats et discussion du volet théorique. Donc, je commence par l'effet du dopage sur les propriétés structurales. Donc, pour étudier l'effet du dopage sur la supercellule de 2x2x6 hexagonale, nous avons effectué une minimisation de l'énergie totale en fonction du volume. Les paramètres de réseau obtenus et le volume sont regroupés dans ce tableau. Donc, les valeurs trouvées sont en accord avec les valeurs de la littérature. Et également, on remarque que le volume et les paramètres de la cellule diminuent en augmentant le volume, en raison de la grande différence d'électronégativité et de rayons atomiques des atomes de zinc et d'aluminium. Je passe aux propriétés électroniques. Donc, pour étudier l'effet de dopage sur la structure et les structures des bandes, donc, nous avons utilisé l'approximation GGA-PBE MBG. Les résultats trouvés sont comme suit. Donc, la première, c'est pour le 2% azote, la deuxième, 6,25% azote et la troisième, 12,5% azote. Plusieurs donc, observations peuvent être formulées. On a un décalage du niveau de Fermi dans la bande de conduction, une redistribution de la structure des bandes d'énergie, un gap direct est situé au même point gamma que le zénano pur. La largeur du gap d'énergie est modifiée et plus la concentration en aluminium est élevée, plus le gap optique devient important. Donc, on remarque que le gap augmente de 3,3 pour le 2% à 3,7 pour le 6,25% pour atteindre 4,2 pour le 12,5%, toujours par rapport au zénano pur qui a un gap de 2,81%. Donc, par conséquent, l'azote se comporte comme un semi-conducteur de type N. Pour mieux expliquer ce phénomène de l'augmentation du gap optique en augmentant le dopage, on passe aux structures de bande suivantes. Donc, où la première représente un semi-conducteur intrinsèque ou bien non dopé, où on voit que le niveau de Fermi se situe au milieu du gap. Le deuxième, c'est un semi-conducteur normalement dopé type N. On trouve que le niveau de Fermi se rapproche du niveau EC. Et le troisième, c'est un semi-conducteur fortement dopé où le niveau de Fermi peut même dépasser EC en pénétrant dans la bande de conduction. On dit donc que le semi-conducteur fortement dopé est dégénéré. Ce phénomène physique est connu dans la littérature sous effet de Moser-Weierstein. De plus, le gap optique est plus grand du gap fondamental. En conséquence, le dopage de zénano par aluminium décale le niveau de Fermi au-dessus du minimum de la bande de conduction et élargit le gap optique pour atteindre le 4,2 électronvolts pour 12,5%.
En effet, l'augmentation du gap optique améliore simultanément la conductivité électrique et la transparence optique et ouvre ainsi d'autres perspectives d'application. Je passe aux propriétés optiques qui sont à la base de la conception et de la fabrication de composants en couches minces pour diverses applications, en particulier l'optoélectronique et le photonique. La fonction électrique est la première à être évaluée et les autres paramètres sont décrits en fonction de celle-ci. Donc, je commence par la réflectivité qui est représentée sur cette figure en fonction de l'énergie. Comme le ZNO possède une structure hexagonale, donc avec une symétrie hexagonale, donc il est nécessaire de calculer deux composantes principales différentes et indépendantes de R oméga, de sorte que oméga ZZ et XX correspondent respectivement à la polarisation parallèle et la polarisation perpendiculaire à l'axe C. Donc, on remarque une apparition de nouveaux pics par rapport aux ZNO purs élevés, positionnés à 0,96 et 1,64 respectivement pour le 2% azo et 12,5 azo. Ce phénomène pourrait être attribué à la présence d'impuretés introduites par le dopage en aluminium. Donc, plus le dopage augmente, plus les valeurs de la réflectivité dans les deux directions de polarisation. Voilà. Cette diminution varie selon la polarisation et la concentration de dopage est illustrée par l'agrandissement des courbes. Coefficient d'absorption mesure la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie. Il reste donc un facteur important pour l'évaluation des propriétés optiques des matériaux. La figure représente les variations de alpha en fonction de l'énergie pour l'azo. Donc pour le ZNO pur, on a remarqué une absorption qui se manifeste au-dessus de 2,81 dans électron-volts, c'est-à-dire dans l'UV. Quant à la 2% azo et 12,5%, on a une apparition d'un nouveau pic élevé des courbes, positionné à 0,96 électron-volts et 1,53 électron-volts pour le 2% et 2,5% azo, selon la direction ZZ, ce qui confirme le pic de la réflectivité. On a aussi une absorption importante le long de la direction ZZ qui se produit dans l'infrarouge pour les deux concentrations de l'aluminium. Et le décalage vers le bleu qui change avec la concentration en aluminium est attribué principalement à l'effet de Moss-Bernstein. Et j'arrive aux propriétés électriques. Donc la thermoélectricité consiste à convertir l'énergie thermique en énergie électrique pour des matériaux solides. Donc la qualité des matériaux thermoélectriques est déterminée par des paramètres avec des caractéristiques adéquates, tels que le coefficient de Seebeck élevé, une faible conductivité thermique, un facteur de mérite élevé, etc. Par ailleurs, un bon rendement nécessite des températures élevées pour améliorer l'efficacité et l'applicabilité des matériaux. Tous ces paramètres ont été déterminés pour ZNO pur et dopés à différentes températures. Et je vais me limiter au coefficient de Seebeck et à la conductivité dans l'exposé. Donc, je commence par le coefficient de Seebeck qui est représenté sur cette figure en fonction du potentiel chimique pour différentes températures de 300, 600 et 900 Kelvin, où on observe que toutes les courbes présentent une allure générale semblable, donc une saturation initiale, un pic positif, pic négatif et une saturation finale. Pour mieux illustrer l'effet de la température sur Seebeck, la figure donc suivante représente les variations de Seebeck en fonction de la température. Où on constate que quand la température augmente, la valeur absolue de Seebeck diminue jusqu'à 0,55 mV par Kelvin. Je continue toujours avec le coefficient de Seebeck, mais pour le 2% azo, où on retrouve pratiquement la même allure des variations que le ZNO pur.
les positions des pics se sont déplacées vers des potentiels chimiques plus faibles, autour de moins 1,5 électronvolts, qui peuvent être expliqués par l'augmentation des électrons lors du dopage des ZNO par aluminium. Donc cette étude porte une nouvelle approche pour réaliser des semi-conducteurs à base d'oxyde de zinc avec des valeurs de Seebeck élevées, qui peuvent être aussi utilisés pour des convertisseurs thermoélectriques et les applications des électrodes transparents. Un autre paramètre important pour l'évaluation des performances photoélectriques est la conductivité thermique qui est représentée sur ces figures. Donc la première pour ZNO pur et la deuxième pour le 2% azo. Pour le ZNO pur, donc, on remarque qu'on a une diminution dans la plage de potentiel chimique de moins 2 jusqu'à 0 électronvolt, suivie d'une augmentation observée au-delà de 1 électronvolt. Et lorsque la température donc, augmente, la conductivité thermique diminue de 900 à 300 Kelvin. Or que pour le 2% azo, quand le potentiel chimique augmente de moins 2 à plus de électronvolts, on observe que toutes les courbes possèdent une allure semblable, une diminution initiale suivie d'une quasi-saturation et une forte augmentation. La région de saturation des plus basses valeurs se situe autour de moins 1 électronvolt et lorsque la température augmente, l'allure générale des courbes augmente. Donc la conductivité thermique dépend fortement de la température. Je passe au deuxième volet expérimental où nous nous sommes intéressés aux monocouches et bicouches de azo-Cu déposées sur différents substrats avec différentes épaisseurs de cuivre de 4, 7, 10 et 13 nanomètres. Je commence par un résumé des méthodes de dépôt de couches minces donc, sur cette carte qui regroupe les voies chimiques ainsi que processus physiques. Parmi ces derniers, la pulvérisation RF est la plus adaptée pour le dépôt de nos bicouches azo-Cu, car elle permet d'obtenir des couches minces sur différents substrats avec une bonne adhérence, homogénéité, densité et reproductibilité. Il existe plusieurs types de pulvérisation, tels que plan, rotatif, multisource. Dans notre cas, c'est la multisource qu'on a utilisée afin de déposer l'azo et le Cu dans une même enceinte. Ce procédé donc mène à des dépôts de films très denses avec une surface lisse. Sur la diapo suivante, je présente le principe général de la pulvérisation. Donc l'application d'une haute tension entre la cathode et l'anode dans une même enceinte entraîne la création d'un champ électrique E qui est responsable à l'ionisation des gaz, ce qui conduit à la formation du plasma. Les atomes ionisés qui se trouvent dans le plasma entrent en collision avec la cathode, sont éjectés par la cible et orientés vers le substrat et se déposent en formant ainsi une couche mince. Il est évident que la qualité des couches dépend de plusieurs facteurs. Donc, nos 8 couches ont été préparées dans les conditions suivantes. Ainsi, nos échantillons ont été préparés suivant ces étapes. L'étape 1, nettoyage et rinçage à l'eau distillée dans un bain à ultrasons pendant 10 minutes. Deuxième étape, nettoyage à méthanol dans un bain à ultrasons pendant 15 minutes. Troisième étape, nettoyage à l'acétone dans un bain à ultrasons pendant 15 minutes. La quatrième, séchage par un flux d'azote. Et la cinquième, séchage dans une cuve à 100 degrés pendant 20 minutes. Nos échantillons donc ont été caractérisés par plusieurs techniques de caractérisation. Donc, on a utilisé la DRX pour la détermination cristallographique des échantillons, la FM pour la détermination de la topographie et la rugosité, la spectrométrie UV visible pour évaluer la transmittance, l'absorbance et le gap optique, l'effet Hall pour déterminer la résistivité, la mobilité des électrons et la concentration des porteurs,
et la photoluminescence pour étudier l'émission. Et je passe aux résultats expérimentaux. Donc, je commence par la diffraction des rayons X, où on a utilisé cet instrument sous ces conditions. La figure représente un diffractogramme qui regroupe donc pour les substrats en verre, nos bicouches pour le substrat en verre et quartz, avec les différentes épaisseurs de cuivre respectivement égales à 4, 7, 10 et 13 nanomètres. On remarque donc que toutes les courbes montrent un pic intense 0,02 et un très faible pic de 1,01. L'intensité maximale du pic 0,02 pour les substrats en quartz est supérieure à ceux en verre. L'intensité maximale du pic 0,02 est supérieure pour la couche d'azo à comparer aux bicouches Cu-azo quand l'épaisseur de cuivre est inférieure à 7 nanomètres pour les substrats en verre et supérieure à 13 nanomètres pour les substrats en quartz. La plus faible intensité du pic 0,02 est observée pour l'épaisseur 4 nanomètres qui peut être attribuée à la discontinuité des îlots qui introduit plus de défauts dans le réseau cristallin. Donc, en utilisant la largeur de méautaire du pic 0,02 et en utilisant la formule de Debye-Scherer, donc on a déterminé la taille des cristallites qui est représentée sur cette figure. Où on a trouvé que la taille des cristallites des bicouches déposées sur quartz est supérieure à ceux déposés sur verre. La valeur minimum de la taille des cristallites est observée pour une épaisseur de 4 nanomètres, suivie d'une croissance progressive de la dimension. Et enfin, une saturation au-delà de 10 nanomètres de cuivre pour les valeurs de 13,5 nanomètres pour azo Cu verre et 15 pour le substrat quartz. Donc, la qualité cristalline des bicouches azo Cu peut être significativement améliorée grâce à une sélection judicieuse du substrat. Je passe à la topographie. Donc, on a utilisé cet instrument d'AFM où les images ont été prises avec une résolution de 256 x 256 pixels sur une surface balayée de 2 x 2 micromètres carrés. La figure représente donc les images topographiques de nos bicouches azo Cu déposées sur verre et sur quartz. Donc, on remarque que la surface des couches montre une distribution dense et homogène de particules, une morphologie de nanoparticules quasi-sphériques et des structures lisses. Ces qualités sont obtenues donc grâce à la technique de préparation utilisée. Pour les bien analyser, donc, nous avons étudié la rugosité qui est représentée sur cette figure pour les mêmes épaisseurs de cuivre. Où la rugosité superficielle est influencée par le type de substrat et par l'épaisseur des couches de cuivre. Les surfaces plus lisses sont obtenues avec du substrat en quartz. Quand l'épaisseur de la couche de cuivre augmente, on note une légère augmentation de la taille des particules qui est due à l'amélioration de la qualité cristalline et la qualité des cristallites des bicouches, ce qui confirme le résultat de la DRX, et l'incorporation de la couche de cuivre dans la configuration azo Cu substrat entraîne une amélioration notable de la lissité des surfaces supérieures de l'azo. Nous avons également étudié les propriétés optiques à travers la transmittance en utilisant ce spectromètre UV visible et les missions. Donc, les mesures ont été réalisées à température ambiante et à l'air libre. Je commence par la transmittance, où les figures représentent les variations de la transmittance pour nos bicouches déposées sur les verres de substrat sur les substrats en verre et quartz. En variation de la longueur d'onde, où on remarque que la transmittance de la monocouche azo est supérieure aux bicouches azo Cu. La transmittance de la structure azo-verre est supérieure à celle de l'azo-quartz.
Donc, quelle que soit l'épaisseur de cuivre, la transmittance pour les bicouches déposées sur verre est supérieure à ceux déposés sur quartz. Une réflexion accrue induite par l'insertion de la couche de cuivre particulièrement aussi prononcée sur le substrat quartz, avec un décalage vers le rouge est observé quand l'épaisseur de cuivre augmente, qui est dû à l'effet de la transparence et les réflexions à l'interface CU-film. Je continue toujours pour la transmittance, mais dans le domaine proche infrarouge de 700 à 1100 nanomètres, où on a observé que quand l'épaisseur de cuivre augmente, la transmittance diminue. Elle est attribuée principalement à la réflexion élevée de la lumière et à l'absorption par les couches de cuivre en raison de ses porteurs de charge. Les bicouches azo-CU déposées sur quartz montrent une réflexion plus forte que celle sur verre. Donc, la diminution de la transmittance peut être attribuée aux changements morphologiques et aux importantes pertes de réflexion dues à la rugosité de surface qui provoque une diffusion dans les films. Les féroles et les propriétés électriques. Donc, on a utilisé cet instrument où les mesures ont été répétées 10 fois à chaque échantillon afin de garantir la reproductibilité et minimiser l'incertitude. Donc, les résultats trouvés sont regroupés dans ce tableau. Donc, on a étudié donc, la résistivité, la concentration des porteurs et la mobilité en fonction de l'épaisseur de cuivre qui varie de 4 à 13 nanomètres. Donc, nos résultats montrent que tous les échantillons sont de type N, en accord avec les comportements typiques des couches d'azo, et que l'épaisseur de cuivre et le type de substrat affectent fortement les propriétés électriques. Et j'arrive aux conclusions et perspectives. Donc, les semi-conducteurs à large gap sont très promoteurs et offrent des perspectives intéressantes quant aux applications, donc à une haute tension et à haute température. Le ZNO reste un des meilleurs candidats pour dominer le marché mondial en raison de ses propriétés physico-chimiques intéressantes, de son abondance, son faible coût et sa non-toxicité. Les résultats de nos investigations de ZNO pur et dopé à l'aluminium sous forme massif, monocouche et bicouche avec cuivre déposé sur verre et sur quartz peuvent être résumés comme suit. Donc, les meilleurs accords entre les résultats théoriques et expérimentaux ont été obtenus avec l'approximation combinée PBE et PBE-MBG, qui sont retenus pour étudier les propriétés de la phase la plus stable Werzite du ZNO B4. Les propriétés électroniques donc, ont confirmé que le ZNO pur possède un gap d'énergie direct de 2,81 électronvolts et que le ZNO est un semi-conducteur de type N. Les propriétés optiques ont révélé une anisotropie importante dans les parties réelles et imaginaires de epsilon au-delà de 8,2 électronvolts et un comportement isotrope pour les énergies inférieures. Un coefficient d'extinction aussi diminue avec l'augmentation de l'énergie pour atteindre les plus faibles valeurs dans la plage visible et proche infrarouge. Aussi, une forte absorption est obtenue dans la région UV au-dessus de 9 électronvolts. Une réflectivité qui subit une faible augmentation jusqu'à une énergie de 11 électronvolts, puis elle croît rapidement lorsque l'épaisseur dépasse cette valeur. Et avec un coefficient d'absorption qui indique une transmission élevée dans le spectre visible et une conductivité optique qui commence à 2,81 électronvolts. Les propriétés thermoélectriques ont montré que la valeur absolue maximale de Seebeck est obtenue à une température de 300 Kelvin pour le type N. La conductivité thermique ainsi que le facteur de puissance dépendent tous les deux de la température et l'évaluation du facteur de Mery a permis de conclure que le ZNO est un bon matériau thermoélectrique. L'étude de l'azo à différentes concentrations d'aluminium a permis donc de conclure une augmentation du volume de la supercellule, une augmentation du gap optique avec l'augmentation de la concentration du dopage,
une diminution des valeurs de la réflectivité dans la direction ZZ à comparer à la polarisation XX. Le coefficient d'absorption de l'azo est plus élevé dans la gamme de 3,1 à 6,2 électronvolts et l'absorption la plus importante le long de la direction ZZ se produit dans l'infrarouge. L'étude des effets du potentiel chimique a montré que l'azo est un bon matériau thermoélectrique. La caractérisation des échantillons élaborés par pulvérisation magnétron-radiofréquence a révélé plusieurs propriétés intéressantes. On retient particulièrement que les propriétés physiques et optoélectroniques dépendent de l'épaisseur de la couche de cuivre et du substrat. L'introduction de la couche de cuivre dans la configuration azo-substrat engendre des surfaces supérieures plus lisses de l'azo et que la transmittance optique dépend fortement de l'épaisseur de cuivre et de la nature du substrat. Les propriétés électriques ont montré que toutes les bicouches sont de type N, avec une résistivité qui diminue avec l'augmentation de l'épaisseur de cuivre, accompagnée d'une augmentation de la concentration des électrons. Donc la meilleure performance optoélectronique a été révélée avec le verre comme substrat et une épaisseur de cuivre de 13 nanomètres. On a terminé par une étude comparative entre les structures des bicouches déposées sur verre et sur quartz qui a révélé que aussi bien les propriétés optiques qu'électroniques dépendent fortement de l'épaisseur de la couche de cuivre d'une façon qualitativement similaire pour les deux structures. Pour les perspectives, il serait donc intéressant de compléter ces travaux de recherche par une étude de l'effet du codopage, une simulation des bicouches métal-azo et azo-métal et une étude de l'effet de recuit sur les propriétés des bicouches. Et merci pour votre attention.